Et voilà, ça y est, bonjour à toutes et à tous. Re-bienvenue, bienvenue surtout à toutes celles et à tous ceux qui participent, qui sont déjà là à ce webinaire. Donc bonjour Patricia, bonjour Emmanuel. Dans le chat que vous avez déjà marqué, est-ce que vous pourriez, première phase habituelle, nous dire dans le chat si vous nous voyez et si vous nous entendez bien? Bonjour Naïda, bonjour Nada, bonjour Claudine. Est-ce que vous pouvez juste confirmer son et vidéo, ok, son image, comme ça on sait que tout est bon. A priori, tout est parfait, super. Merci beaucoup Emmanuel. Et bonjour Christine et merci. Super, bon, on va pouvoir démarrer. Donc, je suis ici avec Émilie qui va se présenter dans quelques instants. Et aujourd'hui, donc le webinaire en fait porte sur la créativité qu'on a tous en nous et qu'on peut développer, et d'autant plus, et Émilie vous expliquera pourquoi, d'autant plus quand on est dans une équipe, quand on est plusieurs à collaborer, et pourquoi aussi c'est très enrichissant et vraiment vraiment chouette d'être dans une équipe hétérogène, diverse, où il y a plein de talents différents et complémentaires. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet après les présentations. Première étape, Émilie, je te laisse te présenter. C'est la première fois qu'on fait un webinaire ensemble, donc n'hésite Ouais. pas, vas-y. Merci Lilia. Bonjour à tous. Je suis contente d'être là maintenant. Alors, donc moi, je m'appelle Émilie van den Born. Vous allez entendre un petit accent parce que je viens de Liège, en Belgique. De formation, je suis sociologue, et alors ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le domaine de l'innovation et de la créativité. J'ai commencé d'abord avec mon doctorat en sociologie qui tournait autour de cette thématique-là. Et puis ensuite, après mon doctorat, j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose de concret, de pouvoir voir directement en quoi mon travail pouvait être utile. Et donc, j'ai décidé de faciliter des groupes, donc d'accompagner des groupes, des équipes de travail, toujours autour de la thématique de la créativité et de l'innovation. Et j'ai eu la chance de faire ça dans différents types de structures, donc dans une start-up, dans le domaine associatif, dans le domaine académique aussi, pour faire le lien entre l'université et le terrain, la vie citoyenne. Et puis voilà, ça c'est le côté innovation, créativité. Et puis alors j'ai décidé il y a pas longtemps de me lancer dans l'entrepreneuriat, donc de pouvoir développer un projet plus personnel qui me tient à cœur. Et ce projet, c'est Coeos. Donc Coeos, c'est l'agence des singularités professionnelles. Et en très gros, ce projet, il est né à partir d'un double constat. Donc d'abord parce que je me suis rendu compte au fil de mes accompagnements avec des équipes de travail autour de la créativité et de l'innovation que les entreprises, elles ont ce souhait de se démarquer sur leur marché, elles ont envie d'innover. Et qu'à côté de ça, il y a un grand nombre d'hommes et de femmes que je rencontre dans ma vie professionnelle et personnelle aussi, qui n'arrivent pas à trouver leur place alors qu'elles ont des grands talents et des facultés assez exceptionnelles de voir les choses parfois autrement. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de rassembler ça et d'arrêter un peu ce gâchis qui fait que des personnes derrière sont en mal-être et puis que des entreprises après n'arrivent pas non plus à atteindre les objectifs qu'elles se fixent en termes de créativité et d'innovation. Voilà pour ma présentation. Super, merci beaucoup Émilie. Alors, comme ont probablement remarqué celles et ceux qui me connaissent, ça colle vraiment avec les valeurs de ce que fait ePeopin. Donc, très brièvement, moi, je suis Lilia Rechetniak. J'ai cofondé la société ePeopin il y a à peu près 3 ans et demi avec Hervé Ferraud, donc mon associé qui n'est pas là aujourd'hui. Et nous, en fait, on partait nos deux visions se sont rejoints. Moi, c'était surtout très axé sur le bien-être, sur l'épanouissement et vraiment la plénitude personnelle, et puis qui passe bien évidemment aussi par un épanouissement et le fait d'être à sa place dans le monde professionnel, dans son travail. On y passe tellement de temps que c'est très important.
Et Hervé avait très envie, il a toujours très envie de faire en sorte que toute la matière grise de ce monde soit utilisée au profit du monde. Et comme on est toujours plus heureux quand on met à profit nos talents, voilà, on a commencé à travailler dans le sens de l'inclusion des profils atypiques, puisque pour nous, c'est une porte d'entrée magnifique qui met en lumière des enjeux qui sont très, très importants. Et voilà, on a toute une série de services pour les entreprises pour favoriser cette inclusion, allant de la sensibilisation jusqu'à la révélation de talent et puis la formation, bien évidemment, et l'accompagnement pour l'inclusion. Voilà, donc du coup, le webinaire aujourd'hui s'appelle les super pouvoirs d'une équipe diverse et hétérogène. Alors, Émilie, j'ai une première question à te poser pour rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous vendre la mèche et en avance, pour ne pas faire poireauter tout le monde, nous dire quel est ce super pouvoir en fait, ou quels sont ces super pouvoirs? Ok, quel est ce super pouvoir des équipes hétérogènes? Alors pour moi, ce super pouvoir, en fait, c'est le fait de pouvoir bénéficier dans son équipe de travail, parce que tout le monde est différent et qu'on arrive à trouver une place avec sa différence, de visions du monde qui sont originales, qui sont différentes. Donc si on arrive dans son équipe à avoir une personne qui a une manière originale d'aborder les choses, qui a un angle de vue différent de la majorité des gens, alors on a une équipe avec un vrai super pouvoir. Parce qu'en fait, cette manière originale d'aborder les choses, elle va faire qu'on va pouvoir questionner le sens de ces activités, de ces pratiques, de ce qu'on fait. Et donc, elle va pouvoir, en questionnant le sens, y révéler aussi le sens et éventuellement, modifier l'une ou l'autre chose pour que ce soit plus juste, pour que ce soit bon. Donc, c'est une manière de se donner les garanties d'aller dans une bonne voie. Après, tout l'enjeu est d'arriver à donner cette place à ces personnes qui ont justement cette manière de voir les choses en décalage par rapport au reste de l'équipe. Oups, voilà, mon micro était coupé. Ouais. Est-ce que est-ce que tu as peut-être deux, trois exemples avec ton expérience ou un exemple de comment ce super pouvoir a pu bénéficier aux équipes? Oui, alors des exemples, j'en ai beaucoup sur des petites choses qui sont très précises, qui sont voilà des petites situations très spécifiques. Mais globalement, ça arrive à un moment donné à se poser et à entendre que si on veut traverser la rivière, il n'y a pas que le pont qui va permettre d'y arriver, que parfois il y a des solutions beaucoup plus simples. Mais si on a toujours fonctionné à construire des ponts, il faut pouvoir s'arrêter et questionner ça pour être capable de se dire qu'en fait cette rivière-là, on peut carrément la traverser à la nage ou à pied ou de plein d'autres manières différentes. Donc, de manière très précise, j'ai pas un exemple comme ça qui me vient en tête. J'ai l'impression que c'est des petites illuminations qui apparaissent quand on est en équipe. Donc dans les animations que je peux donner, c'est à un moment une personne qui va dire quelque chose, on va se dire oh mais en fait c'est si simple. Pourquoi est-ce qu'on s'est posé toutes ces questions-là il suffit de faire ça peut-être. Maintenant, ce qui permet de faire ça, c'est de pouvoir scinder vraiment les temps de génération d'idées, d'apport de cette vision originale du monde, avec les temps où on va les évaluer, les juger. C'est vraiment pouvoir fonctionner en deux temps distincts. Donc se dire on entend, ok, on n'est pas dans le oui mais d'emblée. On prend le temps et puis après on bascule en mode du et si et comment est-ce qu'on fait du coup avec ça, parce qu'en fait c'est peut-être là derrière qu'il y a quelque chose qui est plus particulièrement intéressant quoi. Ouais, ça me fait penser aux méthodes je sais plus comment ça s'appelle, mais des méthodes de brainstorming en fait où dans la première phase, il est interdit d'émettre des objections. On jette juste les idées et puis et d'ailleurs Naïda nous dit un échange d'idées. Bah oui, oui, Ouais. ça paraît bête comme ça, mais en fait c'est une étape qui est mine de rien et squeezée. Donc j'entends. Alors petite précision pour les personnes qui sont là. Bien évidemment, n'hésitez surtout pas à faire des commentaires, à poser des questions.
partager des choses, faire des témoignages. Nous, on va lire au fur et à mesure. En fait, moi, je regarde constamment le chat et je vais essayer de faire en sorte que toutes les questions et tous les commentaires soient pris en compte. C'est ça, Claudine. Merci. C'est la phase divergente et ensuite il y a une phase convergente. Donc c'est une phase un peu bordélique au début et puis après on remet un peu d'ordre. Est-ce que, Émilie, j'avais une autre question. Est-ce que quand on parle de créativité et d'innovation, je pense que c'est probablement un peu mal compris aujourd'hui, alors que ce sont des termes qui sont finalement assez clair, mais quand je dis mal compris, c'est surtout dans quel contexte on peut y faire appel, on peut les appliquer. Est-ce que aujourd'hui on a besoin et on peut innover, être créatif uniquement dans des entreprises qui ont ça pour vocation, ou dans des équipes, ou dans des départements, ou est-ce que c'est souhaitable partout en fait? Oui, non, bien sûr, c'est souhaitable partout. Enfin, encore que il faudrait alors questionner vraiment le sens de ces différentes organisations. Mais en tout cas, c'est possible partout parce que c'est vrai que le premier type d'innovation auquel on pense, ça va être l'innovation de produits et de services. Mais innover, ça peut se faire au niveau des processus de travail, ça peut se faire au niveau de la stratégie de l'organisation. Comment est-ce qu'on va se définir son business model, sur quoi est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va faire pour proposer de la valeur. Ça peut être au niveau du management. On parle beaucoup de tout ce qui est management horizontal, etc. Donc l'innovation, elle peut se retrouver à plein de niveaux. Et je pense aussi qu'il faut parfois, il n'est même pas vraiment nécessaire de se dire qu'on est dans l'innovation et dans la créativité parce que ça peut faire peur et ça peut un peu mettre les choses sous tension, alors que simplement tenir compte de ce que chacun a apporté, a à dire et y donner une vraie place, ça peut être suffisant juste dans son quotidien pour arriver à mieux fonctionner et faire des choses qui sont intéressantes. Et alors on va innover sans s'en rendre compte. Parfois, les innovations ne doivent pas nécessairement être radicales. Hein. Il y a des innovations qui sont juste de l'amélioration de choses qui existent déjà. C'est une nouvelle application qu'on va utiliser pour faire telle ou telle chose. Enfin voilà, et on peut le voir aussi de manière très très light et on n'a pas besoin de tout changer. Mais ce qui est important, c'est de veiller à faire du mieux qu'on peut dans toutes les tâches qui nous sont attribuées. Et c'est là que des personnes qui sont qui ont cette vision du monde originale peuvent arriver. Parce que j'ai vu une question aussi dans le chat là d'Emmanuel qui dit est-ce que ça repose sur des personnes qui sont en décalage ou est-ce que l'intelligence collective peut aussi entraîner vers des pensées alternatives? Alors, bien sûr, l'intelligence. Donc, moi, ma conviction, c'est que tout le monde est créatif à la base. Après, on a grandi souvent. Enfin, la société a fait qu'on a perdu cette faculté de pouvoir directement être créatif et amener notre part de créativité dans les choses. Mais c'est quelque chose, à partir du moment où on est bien encadré pour exercer cette créativité, que l'on peut réaliser malgré tout. Donc ça veut dire que si on s'échauffe, si on a les bons outils, etc., tout le monde, même celui qui se dit le moins créatif qui soit, est capable de créativité. Par contre, je pense que tout le monde n'a pas la faculté de poser vraiment ce regard décalé sur les choses d'emblée et ainsi de questionner le sens. Je pense que il y a deux choses peut-être différentes derrière. Mais ces deux choses se rejoignent dans le sens où c'est vraiment l'équipe ensemble qui va faire que l'on peut avancer, parce que quelqu'un qui a une manière originale de voir les choses, mais qui n'est soutenu par personne et auquel on ne donne pas place, ça n'avancera pas non plus. Donc il faut que cette personne-là trouve sa place et ait une place pour pouvoir exprimer ça, et puis qu'on puisse en faire quelque chose, quoi. Je sais pas si ça répond à la question. Hein. Il y a Claudine aussi qui dit mes clients en coaching croient souvent que la créativité est réservée aux artistes, mais non, il suffit d'un pas de côté souvent. Et oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce à quoi ça me fait penser, et ce que tu dis aussi, Émilie, c'est qu'effectivement, et d'ailleurs, c'est un commentaire ou une question que j'ai eue dans un webinaire, mais est-ce que on est obligé d'être créatif quand on est neuroatypique
Bah non, en fait, on n'est pas. Enfin, il faut pas que ça devienne une pression. C'est comme les personnes qui disent, bah non, moi je ne serai jamais pianiste professionnel, je fais ça pour le plaisir. Et dès qu'on passe une étape où il y a des enjeux ou un objectif, on perd complètement toute capacité à déjà à prendre du plaisir et puis à imaginer quoi. On rentre dans quelque chose de plus mental et linéaire. Mais effectivement, il faut surtout pas que ça soit une pression et c'est pour ça que le fait de savoir que changer un processus de travail qui a toujours fonctionné d'une certaine manière et qu'on va changer un petit peu aujourd'hui, bah ça aussi c'est de l'innovation, ça aussi c'est de la créativité. Et aussi, si on raisonne à l'échelle d'une équipe, bah, et de l'intelligence collective, ça devient une nouvelle unité où du coup la pression ne repose plus sur une seule personne. Elle n'a plus à se sentir mon Dieu, il faut que je sois créatif, il faut que je sois créatif. Mais si on se dit ça, on devient fou en fait. Et du coup, l'équipe qui a des objectifs à atteindre, c'est n'importe qui, n'importe quel, si j'ose dire, organe de l'équipe en fait. Donc n'importe quel membre peut devenir du coup comment dire, celui dont émane la proposition d'innovation ou de créativité. Oui, je rejoins tout à fait ce que tu dis et je pense que c'est vraiment super important. Sois créatif, ben, c'est une injonction paradoxale. Il suffit de dire à quelqu'un d'être créatif pour qu'il soit incapable de l'être. Et se dire que certains ont des étiquettes de je suis plus créatif ou moins créatif, du coup, bah, ça va renfermer, ça va empêcher aussi à chacun de s'exprimer. Après, ce qui est intéressant quand on est dans un groupe, c'est justement de rebondir sur les idées les uns des autres, modifier une idée, la démultiplier de telle manière à ce qu'en fait, bah, les idées, au final, elles appartiennent à tout le monde parce que l'idée qui nous est venue à l'esprit à un moment bien précis avec tout le monde autour de nous, elle vient pas de nulle part, elle nous est arrivée parce que les autres ont amené d'autres choses avant, etc. Donc, oui, ce côté équipe est super important et attention aux étiquettes, ouais. Et puis il y a des jours sans et des jours avec aussi. Hein. Il y a des jours où on est plus créatif que d'autres. Et voilà. Ça me fait penser à la photo que j'ai postée hier avec une bassine de café. C'était même pas une tasse, c'était vraiment un seau quoi. Effectivement, il y a des jours sans où on a juste besoin d'un 3 litres de café. Mais alors Isabelle dit la différence peut faire peur. Souvent, elle est rejetée car elle est originale et créative et cela peut déranger. Alors ce que j'aime bien aussi, même si avant j'étais très réticente à l'idée, puisque quelque part on est beaucoup à vouloir, consciemment ou pas d'ailleurs, être reconnu pour des choses qu'on fait, pour des grandes choses qu'on peut potentiellement faire. Mais finalement, je me rends compte que la créativité et l'innovation, encore une fois, c'est juste une reformulation de ce qui a déjà été dit, mais peut se retrouver dans des toutes petites choses. Parce que quand on est, par exemple, pour répondre à ce que dit Isabelle, que la différence est rejetée parce qu'elle est créative et ça peut déranger, mais quelque part, parfois, et souvent d'ailleurs, on ne fait même pas exprès d'être créatif. C'est juste que on n'a sincèrement pas compris une consigne ou compris une question ou compris un processus et du coup, en remettant en cause un truc qui a été fait depuis longtemps, d'un seul coup, on innove, mais on n'a pas fait exprès d'être créatif sur ça. C'est juste parce qu'on réfléchit différemment. Et oui, c'est vrai que ça peut déranger, mais ça peut aussi être vécu comme un soulagement en se disant bah non, j'ai pas de pression à me mettre, je suis juste comme je suis et ne serait-ce que par ma façon de réfléchir et fonctionner naturelle, j'apporte déjà beaucoup de choses. Donc il y a pas mal d'aspects. Alors c'est peut-être Alors moi, je voulais juste, alors, si je peux, je oui. compléter par rapport à cette intervention d'Isabelle. Oui, alors j'essayais juste de lire mais je pense que d'accord, vas-y, Émilie, excuse-moi. C'était pour rester en lien avec ce que tu disais sur cette, cette différence qui fait peur aussi que Isabelle amène. Moi, ça m'évoque aussi le fait que ben si ça fait peur, il y a une raison derrière. Et à partir du moment où quand on vient avec une idée peut-être plus originale et qu'on voit qu'elle n'a pas sa place, qu'elle n'arrive pas à prendre place, je me dis que c'est intéressant aussi de se demander pourquoi, qu'est-ce que ça sert en fait de ne rien changer. Et il y a forcément une raison, sinon ça fonctionnerait pas ainsi.
Donc, ça nécessite de prendre un peu de recul, de pouvoir aussi se détacher de ses envies, mais vraiment entamer cette réflexion-là, ça peut être super intéressant. Et parfois, si on veut y donner plus de place alors qu'on sent que c'est compliqué, c'est avec un cadre sécurisant qui permet qu'on peut aussi y arriver. Donc, faire attention aussi pardon, au contexte dans lequel on amène les choses pour qu'il puisse être propice à ce qu'on entende cette manière originale de voir les choses ou cette idée innovante qu'on a envie d'amener. Alors justement, ça m'amène à une autre question. Alors juste par rapport à... Alors je vois Emmanuel qui dit c'est peut-être ça le vrai enjeu, faire équipe avec des personnes hétérogènes. Je tenais juste à y répondre. Tout à fait. Je pense que c'est un vrai gros enjeu. L'écoute mutuelle au cœur du processus créatif. Oui, Claudine. Alors, Christine, Naïda et Patricia, je vais lire vos questions, commentaires, etc. Je vais juste exprimer ma question à Émilie et puis voir. On continuera avec vos questions et commentaires juste après. Donc, ce sur quoi ça me faisait enchaîner, en fait, c'est justement en parlant du cadre. Une autre manière dont on comprend mal la créativité, c'est que on a souvent l'impression que créativité et cadre s'opposent, et que cadre veut dire contrainte ou limite. Parle-nous un peu de ça. La créativité a-t-elle vraiment besoin d'un cadre? Est-ce que le cadre peut l'aider ou est-ce qu'il ne fera que la restreindre? Voilà. Ah oui, non, la créativité a besoin d'un cadre et de deux manières différentes. D'abord, parce qu'il faut un cadre qui soit sécurisant. Il faut justement sentir qu'il y a la place pour amener des idées qui sont originales. Donc, il faut de la bienveillance, il faut de l'écoute, il faut la possibilité de donner une place et savoir aussi que c'est pas parce qu'on a une idée qu'on va émettre à un moment que cette idée, elle va directement être mise en œuvre. Parce que ça aussi, ça peut faire peur. Et c'est là, du coup, je reviens avec cette distinction divergence, convergence dont on parlait tout à l'heure, mais vraiment se dire d'abord, on amène les idées et on a le cadre sécurisant pour le faire. Et puis alors après, on peut sélectionner parmi ces idées-là. Donc ça, c'est une chose qui fait que ce cadre est super important et qui souligne aussi la difficulté parfois de prendre sa place, d'être soi-même au travail avec toutes ses spécificités parce qu'on n'a pas ce cadre sécurisant qui nous permet de l'être pleinement. Et alors, il y a une autre manière pour laquelle la créativité et le cadre, ça va ensemble. C'est que si je vous dis là maintenant, par exemple, donnez-moi une idée originale, vous allez peut-être pas savoir par quel bout le prendre parce que c'est beaucoup trop vaste et qu'il faut pouvoir un petit peu justement contraindre les choses, les mettre dans un cadre. Et donc pour pouvoir avoir des idées originales, souvent c'est en ayant un cadre bien précis. Donc par exemple, une technique classique de génération d'idées, c'est ce qu'on appelle l'association, les connexions forcées. Si je vous parle d'un univers et puis que je vous parle d'un autre univers, deux univers très précis, bien décrits, et que je vous dis faites-les fusionner pour trouver des idées, vous allez avoir plus facile de me trouver des idées complètement inédites que si je vous mets pas cette contrainte là, ce cadre-là. Une manière super qui m'a été transmise pour visualiser le cadre, justement, contrairement à quelque chose qui serait limitant, c'est par exemple, je prends une plante, si je l'ai à la main, je vais la mettre dans un pot. Et si cette plante grandit, eh ben, je change de pot. Je lui donne un cadre plus grand pour qu'elle puisse grandir. Mais si en fait, le cadre, contrairement à une limite, c'est quelque chose qui est adapté et qui peut évoluer avec nous. Plus on grandit, plus le cadre grandit. Donc, c'est pas du tout quelque chose de restrictif. C'est comme Patricia le dit très justement, c'est une contenance sécurisante. Et c'est très important, en fait. Les enfants ont besoin de cadre pour grandir. Sinon, ça devient un petit peu trop libre et même trop libre dans le sens trop dangereux. Donc voilà. Donc, je suis complètement d'accord et en phase avec ce que tu dis. C'est vraiment très intéressant. J'avais pas, même si ça me paraît logique, en fait, j'avais jamais réfléchi comme ça. Créativité, besoin de cadre. Bah oui, tout à fait. Alors, Patricia dit aussi de l'importance du management pour bien gérer les égos dans l'équipe et générer de la créativité.
Oui, alors bon voilà, je sais pas si tu as des commentaires poussés, enfin à développer là-dessus. Pour moi, effectivement, dans une équipe, il y a forcément des égos. On en a tous un. C'est ce qui définit, c'est ce qui nous permet de savoir notre nom et nous distinguer des autres. Hein, donc c'est aussi basique que ça. Alors il y en a qui ont des égos blessés, qui ont besoin de compenser. Effectivement, avec cela, c'est compliqué d'introduire des nouveautés qui ne proviennent pas d'eux. Donc oui, enfin il y en aura toujours, je pense. Je sais pas si c'est euh, un commentaire de Christine. Alors, comment peut-on s'épanouir dans un travail où l'équipe, l'entreprise n'est pas forcément sensibilisée à la thématique? Je remarque que la réflexion sur le sujet n'est pas du tout automatique, que les personnes neurotypiques ne sont pas toujours considérées en tant que telles, mais juste en tant que personnes différentes ou parfois trop exigeantes, alors que c'est une demande de répondre à des besoins spécifiques et vitaux. Peuvent-ils s'épanouir que dans une équipe qui puisse la comprendre et respecter ses besoins en étant déjà sensible à ces profils différents? Alors, je vais essayer de faire une réponse très rapide. Ensuite, je te passe la main, Émilie. Pour moi, il y a deux éléments de réponse. Le premier, en fait, c'est sensibiliser et resensibiliser les entreprises sur la neurodiversité, le besoin de laisser libre cours à l'imagination, à la créativité des autres, dans un cadre bien sûr. Mais et donc du coup, enfin, si l'équipe est sensibilisée, si l'équipe fonctionne d'une manière saine où chacun a la possibilité de s'exprimer, être entendu, cette dernière partie de votre question, elle est déjà répondue en fait, c'est-à-dire une équipe qui puisse comprendre et respecter ses besoins. Oui, mais l'entreprise n'a pas pour autant, et ça c'est mon deuxième élément, n'a pas pour autant besoin de mettre des étiquettes sur les personnes. Ah bah tiens, lui, on va lui donner un temps de parole pour exprimer sa créativité parce qu'il est hypersensible ou surdoué. Je ne pense pas que ce soit sain, très sincèrement. Je pense qu'on a besoin d'implémenter ça pour tout le monde, puisque, comme vous dites toutes et tous depuis le début, surtout toutes. Non, j'ai vu un homme commenter, mais on est tous créatifs, donc tout le monde en a besoin. Donc, est-ce que, enfin, c'est contradictoire par rapport à ce que je dis quand je dis qu'il faut sensibiliser les équipes à la neurodiversité, mais ça dépend de comment on sensibilise. Et voilà, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de raisonner en termes de communauté avec des besoins spécifiques, mais plutôt de s'inspirer des besoins spécifiques des uns pour se dire, ah ben en fait, on les a tous, et du coup d'étendre ça à tout le monde. Je sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais moi, c'est ce qui me vient. Euh, alors, Claudine qui disait 100%, OK, 100% sur le cadre, y compris le cadre temporel. Émilie, je te laisse, avant de relire d'autres commentaires, d'autres questions, je te laisse Alors, réagir. oui, je te rejoins complètement, Lilia, et pour répondre aussi en partie à la question de Christine, dans un monde idéal, dans le monde qu'on aura peut-être dans 10 ans, on n'aura pas besoin de catégories, on n'aura pas besoin d'étiquettes de quoi que ce soit, on aura tous compris intrinsèquement qu'en fait on est tous différents et on a tous des besoins qui sont les nôtres, typique, atypique, ça voudra plus rien dire du tout et on arrivera à prendre en compte chacun avec ce qu'il est. Maintenant, ça c'est dans un idéal et c'est vrai que dans les faits, dans les équipes de travail, c'est souvent peu le cas. Alors, on n'est pas obligé de brandir l'étiquette de l'atypie. Moi, je suis catégorisée de telle ou telle manière parce que, à nouveau, c'est quelque chose qui peut être limitant. Parfois, c'est très bien de le dire aussi. Hein, mais, ça peut être limitant. Maintenant, veillez toujours à ouvrir le dialogue et à dire ça, enfin, pouvoir s'exprimer sur ses besoins et aussi entendre les besoins des autres. Pourquoi si on a l'impression qu'on n'est pas entendu, que nos besoins ne sont pas respectés, essayer de comprendre, en fait, pourquoi, c'est quoi la difficulté pour l'autre derrière cette difficulté qui est rencontrée là. Oui, et c'est vrai que, alors là, sans rentrer dans des considérations trop psychologiques ou philosophiques, quand on, enfin, ce qu'on reproche le plus aux autres, c'est souvent quelque chose qu'on fait nous-mêmes. Alors peut-être pas de la même manière, hein, mais donc effectivement, c'est juste pour reprendre la responsabilité sur nos propres actions.
si on a l'impression que dans notre équipe, il n'y a pas assez d'écoute, on peut aussi commencer par offrir et proposer cette écoute-là. Et pas juste attendre qu'on nous l'offre. Et, peut-être, et si ça marche pas, peut-être le faire différemment. Donc, on peut aussi, et je pense qu'on doit, sincèrement, parce que si nous, on en souffre, si nous, on s'en rend compte, bah, c'est à nous aussi, quelque part, de proposer des nouvelles solutions sur tout ça, et ça fait partie des innovations. Ouais, et d'être l'exemple, du coup. Ouais. Alors, il y a Nada qui dit, d'où l'intérêt effectivement d'accompagner les managers avant qu'ils puissent impulser la dynamique en fonction de ce qu'ils sont eux-mêmes, ce sur quoi ils sont OK et pas OK. Alors, je ne pourrais pas être plus d'accord. Un manager, pour moi, avant d'avoir des compétences, il a un équilibre intérieur qui permet d'efficacement inclure tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses, Émilie? Bah oui, c'est en tout cas ce que ça devrait être. Après, dans les faits, très souvent, la personne qui devient manager est une personne qui est un très bon expert dans un domaine très pointu, qui a fait ses preuves par rapport à son expertise dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a... Je suis toujours là, pardon, je suis toujours là, mais c'est l'outil, en fait, les habitués le savent. L'outil parfois coupe la caméra D'accord. pour préserver la connexion. Désolée, ça va revenir. Et donc du coup, on a des personnes qui sont de très bons experts et puis qui sont promus. C'est souvent vu ainsi, manager, Oui. sans se rendre compte qu'en fait c'est un tout autre métier, que ça nécessite un grand nombre de compétences en termes de soft skills. Et voilà. Et après, il faut aussi du temps pour pouvoir se former autour de ça et pouvoir être le manager inclusif dont les équipes de travail auraient besoin. C'est quelque chose qui peut parfois être compliqué. Oui, c'est clair. Alors du coup, en prenant la parole, je vous fais signe, je suis toujours là. J'ai pas une très bonne connexion apparemment, désolée. Du coup, en fait, bon, même si on en a déjà parlé, j'ai quand même envie de reposer la question, peut-être pour peut-être rentrer un peu plus dans le détail avec ton expérience et ton expertise, Émilie. Vraiment dans une équipe, est-ce que il y a des spécificités en termes de collaboration d'équipe et de créativité pour les personnes neuroatypiques? Tu connais très bien le sujet aussi. Est-ce qu'on a déjà tout abordé ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux et aimerais rajouter pour compléter puisque bon, tout le monde sait ici qu'on est vraiment aussi à fond sur les neuroatypiques. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses importantes, intéressantes à savoir, aussi bien pour les managers que pour les personnes directement concernées? Oui, on en a déjà un peu parlé, et c'est vrai que ça ne vient pas pour rien, ce sujet-ci, avec nos sensibilités à toutes les deux autour de tout ce qui est neuroatypique. Je vais dire on dit, on dit, et ben oui, en disant ça, Oui. c'est vraiment vrai, hein, mais que les personnes, par exemple, avec un haut potentiel intellectuel, elles ont une tendance à être plus créatives, à arriver, en tout cas, avec cette pensée en arborescence, elles arrivent à avoir une créativité qui est souvent qui vient plus facilement qu'une autre personne. Alors, on dit aussi que les personnes, par exemple, du trouble du spectre de l'autisme ont souvent un regard très décalé sur les choses, qui n'en est pas moins pertinent pour autant, pas du tout, mais qui du coup peut parfois un peu déboussoler et on peut se demander, mais c'est quoi cette réflexion-là? Et c'est vrai que parfois le premier réflexe, c'est ça, et c'est de mettre cette réflexion de côté plutôt que de se demander qu'est-ce qu'on peut en faire en fait avec ce regard décalé. Et je pense que c'est vraiment ça le centre aussi du webinaire ici, c'est de se dire qu'il faut arriver à donner la place à tout ça. Oui, enfin voilà. Je n'ai pas. Non, mais c'est super. Enfin, c'est vrai que on dit, mais les on, ils sont quand même, ils sont quand même bien présents, ils sont quand même bien vrais aussi. Alors après, on a peut-être parfois une interprétation erronée de certains comportements ou de certains on dit, mais pour autant, il y a quand même des patterns entre guillemets
qu'on retrouve chez beaucoup de personnes neuroatypiques. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas trop peur. Alors, sans faire trop de généralités, il y a quand même certaines généralités qu'on peut faire sans trop prendre de risques, je pense. Notamment celle de dire que, comme ça a été dit dans les commentaires 2-3 fois, il y a on est beaucoup à avoir l'impression que notre créativité et notre capacité d'innover et de proposer n'est pas entendue ou n'est pas suffisamment mise en valeur. Et est-ce que tu penses que il y a pareil, on en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut garder à l'esprit, qu'on peut prendre en compte? Alors, je dis ça, par exemple, il y a des webinaires que j'ai fait avec Ludovic Milcan ou avec Jean-François Daligo, qui tous les deux disaient d'une manière très très radicale, s'il y a quelque chose qui ne vous convient, enfin pas quelque chose, c'est pas juste au moindre caprice, bien sûr, mais si vraiment l'environnement de l'entreprise ne vous convient pas, changez de job quand c'est possible, quand c'est sain, quand on peut le faire, bien sûr. Hein. Mais effectivement, toute entreprise ne pourra pas entendre ne pourra pas nous accueillir d'une manière qui nous sera pleinement épanouissante et satisfaisante. Est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu en penses, Émilie? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ou ne pas faire Oui, déjà, je pense que quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est la notion de rôle, par exemple, en dynamique de groupe. C'est quelque chose qu'on prend et qu'on nous donne. Donc ça va dans les deux sens. Le fait d'être accepté, d'être pris comme on est, ça va dans les deux sens aussi. C'est qu'est-ce que je donne comme place à qui je suis. Et donc il faut être attentif à ça. Enfin, si je prends un exemple pour mieux me faire comprendre, en dehors de ça. Bon, on a tous déjà vu ça, je pense. On a une équipe de travail qui se réunit de manière assez régulière. Ça va être toujours la même personne qui va prendre note pour tout le monde. Et on va plus se demander au début de la réunion qui prend note parce qu'on sait qu'une telle va toujours prendre note. Et d'ailleurs, c'est très souvent des femmes qui prennent ce rôle-là. Ça, par exemple, c'est typiquement un rôle qui est pris et que la personne aussi accepte de prendre et où on peut simplement le verbaliser à un moment ou à un autre et dire que ça convient ou que ça convient pas. Mais c'est très dur de sortir une fois que le rôle est mis en place. Je dis ça parce que la personne qui arrive avec son idée originale, elle peut aussi, à un moment donné, avoir cette étiquette de c'est elle qui va amener l'idée originale. Elle va peut-être à un moment donné amener une idée qui n'est pas du tout originale, mais comme ça viendra d'elle, on va connoter malgré tout l'idée de cette manière-là. Et donc là, il y a un côté qui est enfermant et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à quelle place, du coup, moi, je donne à mes spécificités. Et parce que ça fait vraiment écho avec la place que les autres vont y accorder aussi. Et je mets ça en lien aussi avec, je pense à un truc de Frédéric Laloux dans son ouvrage Reinventing Organization. Il dit qu'en fait, on n'est qu'un 16e de soi-même au travail parce qu'on porte un ensemble de masques au travail. Et je trouve que ça, c'est particulièrement éclairant et ça concerne les neuroatypiques et les neurotypiques. Et peut-être que chez les neuroatypiques, ce 16e devrait être encore plus important. Mais donc, ça veut dire qu'on a tendance à se normer, à se conformer à une culture d'entreprise, etc., etc. Alors, je dis pas qu'il faut ne pas en tenir compte parce que c'est pas possible. Elle est présente. Par contre, on peut ensemble avoir un effet de levier autour de cette culture d'entreprise. On peut avoir envie ensemble dans une équipe de travail, déjà rien qu'au niveau de son équipe de travail, à donner plus ou moins de place à tel ou tel élément de cette culture d'entreprise. On peut avoir une culture d'entreprise qui est très, par exemple, qui est très hiérarchique, et puis décider pourtant que dans son équipe de travail, on oublie un petit peu cette hiérarchie-là et on est capable de s'écouter les uns les autres et d'accorder autant de crédit quand c'est une personne qui parle plutôt qu'une autre, par exemple. Oui, j'aimerais juste revenir à ce que tu disais au début tout à l'heure. Effectivement, le rôle, alors je sais plus comment tu l'as formulé, mais moi ça me parle énormément quand on accepte en fait d'endosser un rôle. Après, c'est quelque part, on a du mal et à juste titre d'en sortir. Enfin, quand je dis à juste titre, on a du mal à en sortir. On a l'impression que le collectif nous y contraint, mais en fait,
on l'a accepté. Donc, c'est très important. C'est pas pour autant qu'on doit se rendre coupable ou se sentir coupable, mais en revanche, reprendre sa responsabilité en disant, bah, c'est à moi aussi de faire le, le pas intérieur de comprendre que moi aussi, j'ai bien voulu accepter ce rôle-là. Et ça me ramène à l'importance d'apprendre à se connaître et se comprendre, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais euh, c'est grâce à ça qu'on arrivera à plus rapidement poser j'aime pas le mot limite, éventuellement le mot frontière, à poser des frontières. Ok, ça, je veux bien parce que ça me convient. Et telle autre chose, non, ça ne me convient pas. Donc, je ne veux pas. Et je sais que si je continue comme ça, je vais rentrer dans un rôle dont j'aurai du mal à sortir après et auquel tout le monde va finir par m'identifier. Et comme tu disais, finalement, la personne qui sort toujours une idée créative, le jour où elle sort un truc banal, ben, on se dit, bah non, c'est lui, donc c'est forcément créatif. Et ben, on finit par mêler ça avec l'identité et ça peut nous desservir, quoi. Donc, ouais. Et du coup, moi, j'aurais envie aussi d'amener le côté que ça ne doit pas nécessairement se travailler tout seul dans son coin, en fait. Ça peut être quelque chose qui peut être posé dans son équipe de travail. On peut se dire à un moment donné, bah ok, prenons le temps d'y réfléchir, faisons la liste, c'est quoi tous les attendus qu'on a pour cette réunion classique qu'on a habituellement. On s'attend de quoi de la part de qui et qu'est-ce qui nous convient là-dedans, qu'est-ce qui nous convient pas. Il y a peut-être aussi des choses qu'on se sent obligé de faire et qui pourtant, en fait, dans le fond, bah, personne n'en a vraiment envie qu'on fonctionne de cette manière-là. Je trouve que mettre la réflexion à un niveau collectif, c'est mettre la responsabilité sur l'ensemble du groupe. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant aussi. Oui, tout à fait. Alors, j'essaie de lire aussi en même temps les commentaires. Alors, Nada qui disait tout à l'heure par rapport à l'opposition expert versus manager. Enfin, si on est très bon expert, on nous donne une promo, mais finalement, les qualités du manager sont différentes de celles de l'expert. Donc, euh, Emmanuel qui dit c'est être ouvert pour se poser la question, en effet, d'inclure des pensées, propositions différentes, mais c'est aussi un risque à prendre, c'est-à-dire prendre le temps pour inclure, réfléchir sur ces propositions, accepter d'y passer du temps, et parfois ce temps semble-t-il, n'est pas disponible. Pardon, je dis réflexion dans l'urgence et faux confort, par exemple. Oui, c'est vrai. Euh, Divergence, convergence, sinon ça foire. ouais. Ouais, encore une fois, on y revient. Claudine dit tant de gens se réservent pour le week-end dans une activité artistique, c'est ça, parce qu'il y a des lettres, il me manque, je pense, faute d'avoir été reçues, entendues, écoutées. Oui, alors oui, tout à fait. Et leurs idées utilisées dans l'entreprise, quel gâchis. Bah alors là, on revient un peu à ce qu'on disait au début. On passe tellement de temps dans le travail que si on doit forcément attendre le soir, le week-end et les vacances pour se sentir revivre, c'est dommage. Et je pense que on tape souvent sur le système et sur les autres, mais finalement on le construit tous et même si on ne fait rien de mal, bah si on ne fait pas d'efforts pour changer des choses, finalement quelque part on continue à y contribuer aussi. Donc c'est important pour moi c'est une notion de responsabilité qui est très importante à reprendre pour qu'une équipe fonctionne différemment, pour qu'une culture d'entreprise change, pour qu'on ait des méthodes de travail différentes. Bah c'est à chacun de nous d'ouvrir notre bouche, quoi, et de se retrousser les manches voilà. Alors, Patricia qui dit quelle place je donne à qui je suis, notion d'estime de soi. Oui, alors moi j'ai envie d'élargir un petit peu. Alors ça dépend de ce qu'on entend par estime de soi, mais il y a estime de soi, confiance en soi, se faire confiance. Pour moi c'est des choses qui sont nuancées et légèrement différentes. Et quelle place je donne à qui je suis, c'est quelle valeur je donne à ce que je fais, à ce que je suis capable d'apporter. Comme tu disais, Émilie, effectivement, c'est aussi qu'est-ce que j'apporte moi dans l'équipe, pas nécessairement, enfin pas uniquement qu'est-ce que je me donne à moi comme place, mais qu'est-ce que je donne à l'équipe comme contribution. Et on oublie parfois ce côté-là aussi.
Question de faux self. Alors, oui, parfois pour se faire accepter, est-ce que cette notion de faux self, Émilie, est-ce qu'elle rentre dans tes accompagnements que tu fais sur la créativité? Alors, ben, c'est le faux self qu'il faut essayer de combattre, quoi. C'est en étant le plus soi-même qu'on va arriver à à avoir des idées qui sont les plus originales qui soient. Après, moi, je vois fort la différence aussi quand on est dans des groupes de travail qui préexistent. Donc, on a une équipe qui vient, je vais animer un brainstorming avec eux. Ça va se passer différemment de si c'est un groupe que moi j'ai constitué, que les personnes ne se connaissent pas au préalable et où là, ce faux self est peut-être moins important, pas parce qu'on arrive à être plus soi-même, parce que pas influencé, enfin, par rapport à tout ce qui nous précède quand on est avec des gens qu'on connaît bien. Et ça, c'est super important. Mais en fait, c'est complètement, enfin, c'est complètement vrai et ça me parle énormément puisqu'on a avec les personnes avec qui on évolue dans le même environnement depuis un moment, on a des rôles. Par rapport à nos parents, on sera toujours un enfant. Par rapport à nos enfants, on sera toujours un parent, etc. Et par rapport à notre patron, ben, on sera toujours un salarié qui a alors ça dépend du rapport qu'on a avec eux, bien évidemment, hein, mais parfois quand on a l'habitude euh, de nous écraser entre guillemets en présence de quelqu'un, si ce quelqu'un est notre groupe de réflexion, on aura beaucoup plus de mal à sortir de ce rôle, même si on a très envie et qu'on a une super opportunité, un boulevard devant nous pour le faire. Mais en fait, c'est on a tellement peur de briser le rôle qu'on a et l'image que l'autre a de nous. Enfin, je connais pas tous les enjeux psychologiques qu'il y a dedans, mais c'est en tout cas en pratique, ça se vérifie toujours que effectivement être sur un terrain neutre et dans une équipe que par exemple que toi tu aurais constituée avec que des personnes qui se connaissent pas, on peut plus Ouais. facilement en tout cas sortir du faux self. Et j'en profite, alors Guillaume qui nous demande si faux self ça veut dire ne pas être soi-même. Oui, et c'est enfin dans les neuroatypiques, en tout cas ce que la communauté de neuroatypiques, ce que moi je comprends par ça et ce que j'entends par ça, c'est c'est une espèce de masque qu'on met jour après jour et qui est socialement acceptable dans le milieu où on est, en fait, qui ne correspond pas forcément à qui on est vraiment sur tous les aspects. Mm. Ouais. Euh, alors, on a... Oui, vas-y, Émilie. Non, Vas-y, vas-y. l'autre chose qui me venait aussi par rapport à ça, c'est que euh, le contexte est important et puis aussi parfois les domaines dans lesquels ça se passe et qu'on peut être différent avec une même personne quand le contexte change, quand la mission qui est demandée est différente et que donc ouais, c'est encore une question de ces différents masques qu'on peut porter, qu'on va changer, etc. Tout à fait. Enfin, je pense qu'une une façon très simple de constater ça, c'est par exemple juste observer notre propre personnalité, comment elle change entre le boulot et la maison, comment je suis avec mes collègues, comment je suis avec mes amis, comment je suis avec mon conjoint et comment je suis avec ma meilleure copine, etc., etc. Les pensées qui nous viennent à l'esprit ne sont pas les mêmes selon l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Alors, petite parenthèse qui me passionne complètement, c'est aussi les bilingues, les personnes bilingues, trilingues, etc., qui ont des personnalités différentes selon la langue qu'ils sont en train de parler et dans laquelle ils sont en train de penser là maintenant. Enfin, je trouve ça fabuleux. Et c'est vraiment, on est plusieurs personnalités en un, tous, et ce n'est pas nécessairement négatif. C'est adapté aux personnes avec qui on est, à l'environnement dans lequel on est. Ce n'est pas forcément mauvais et ce n'est pas forcément des faux self, mais je trouve que ça rajoute de la clarté si on est capable de les distinguer, les discerner, ne serait-ce que pour une meilleure compréhension. Je trouve ça fascinant. Ouais, c'est vrai. Et du coup, juste un commentaire de Nada qui disait il y a sans doute une double responsabilité.
j'imagine par rapport à quand je parlais de responsabilité, c'est le de soi-même, mieux se connaître pour mieux se définir, etc. Mais également responsabilité de l'ensemble, le système, qu'il soit managériel ou culturel, d'entreprise ou de la culture d'entreprise, à accompagner et à inclure tout le monde complètement. Enfin, moi j'aime bien la notion de responsabilité parce que non seulement elle est très mal comprise par beaucoup et donc du coup ça donne vraiment des sujets de conversation sans fin et puis en plus effectivement c'est toujours une notion qui incombe à tout le monde en fait, à chacun d'entre nous, au système, au gouvernement en place, aux autorités en place, aux managers, aux dirigeants, aux salariés, enfin tout le monde là, tout le monde partage la responsabilité. Donc oui, bien évidemment. Alors Charlotte qui demande comment instaurer un climat de bienveillance de la diversité. Charlotte. Émilie, tu as dit. Oui, ben, un climat de bienveillance de la diversité. Je pense que le point de départ, c'est déjà se connaître soi et avoir confiance en soi pour soi-même, parce que si on n'est pas OK avec soi-même, c'est vraiment dur de pouvoir l'être avec les autres, de pouvoir avoir cette bienveillance. Et puis, oui, en fait, il y a plein d'aspects à aborder ça. Je pense qu'il y a vraiment l'aspect, il y a tout ce qui est sensibilisation, ça peut passer par la tête pour commencer. Ben, ce sera forcément pas suffisant. Après, il faut pouvoir le vivre avec ses tripes, au plus profond de soi et être convaincu aussi de la bonne volonté des autres, en fait. Euh, oui, ben c'est un fameux, ça peut être un fameux chantier, en tout cas, hein. J'ai envie de prendre un exemple. Alors, je prends souvent l'exemple de la relation amoureuse. Je suis désolée, mais pour moi, en fait, c'est tellement un miroir amplificateur parfait de tout ce qui se passe entre nous et le monde par exemple, quand on est, ou ça peut être en amitié aussi, d'ailleurs, hein, c'est pas, enfin, peu importe, mais quand on est un peu traumatisé, quand on a été abandonné, trahi, et qu'on a été traumatisé par ces expériences, on aura beaucoup plus de mal à non seulement à faire confiance aux autres, à croire qu'ils pourront rester avec nous pour ce qu'on est et pas seulement le temps qu'ils ont besoin de nous. Et aussi, je ne sais pas si vous l'avez constaté ou pas, mais on aura aussi du mal à croire en la bienveillance des autres, à les considérer comme des partenaires. Et là, je parle des, parce que, enfin, je parle au pluriel, parce que ça peut effectivement concerner les coéquipiers, les associés, les membres d'une équipe, le conjoint, la compagne, etc. On aura beaucoup plus de mal à considérer, enfin, à penser et à croire que les personnes peuvent avoir de la bienveillance envers nous. Et ça, c'est un élément qui pour moi est clé parce que ça nous fait revenir à un peu de responsabilité personnelle aussi. Tout n'est pas forcément comme on a l'impression que c'est. Les gens peut-être ne veulent que notre bien, mais on a tellement été traumatisés qu'on a l'impression en fait que c'est pas le cas. Et du coup, instaurer un climat de bienveillance. Et là, pour le coup, ça va dans les deux sens. C'est non seulement nous-mêmes être bienveillants avec les autres, arriver à voir et à croire en le fait, mais là pour le coup, je reprends ton expression que j'utilise aussi souvent, Émilie, c'est avec les tripes, c'est-à-dire ne même pas avoir la pensée, mince, et s'il était en train de m'entuber, bah non, peut-être pas en fait. Enfin, vraiment faire confiance profondément aux autres. Et pour moi, la bienveillance dépend énormément de ça, parce que si on se méfie tout le temps, on ne pourra pas installer ce climat-là. Mm. C'est vraiment super, super important. Et ça fait plusieurs fois qu'on parle de confiance. La confiance, enfin, moi, la manière dont je la vois vis-à-vis d'autrui, il y a trois types de confiance différentes. On peut avoir confiance en l'expertise de l'autre, se dire qu'il est très compétent dans un certain domaine. On peut avoir confiance en l'investissement de l'autre, son dévouement, sa volonté à bien faire la tâche. Et puis alors, il y a aussi la confiance plus de compagnonnage. Je m'entends bien avec lui. Et j'ai confiance en cette relation-là, plus liée à l'amour qu'il peut y avoir derrière. Ce qu'il y a, c'est que les trois sont super importants, en fait, hein, et il faut des trois. Si on ne fait Oui. confiance que sur un plan, ça pourra pas fonctionner non plus dans une équipe.
Et ça rejoint un petit peu quelque part ce triptyque de pensée, émotion, trip aussi. Hein. Enfin, c'est à quel niveau est-ce qu'on fait confiance? Et le mieux, c'est quand les trois sont d'accord entre eux. Alors, merci Patricia pour une explication plus académique du faux self, un peu plus poussée que la mienne. euh, Claudine, tiens, qui me dit trilingue, anglais, allemand, je valide par rapport à la personnalité. Ouais, bah c'est pareil, français, russe, anglais, pour moi, et rien à voir la personnalité. C'est merveilleux d'habiter des univers linguistiques et culturels différents. Oui, je confirme. Je confirme. Alors, moi, j'avais noté une dernière question, Émilie, et puis bon, s'il y en a d'autres dans le chat aussi, on le prendra bien évidemment, en essayant de respecter le temps. On a nommé cette notion-là, mais j'aimerais bien juste y revenir plus concrètement. Quel lien est-ce que tu fais entre la créativité, l'équipe hétérogène, diverse, et l'intelligence collective? Euh, je pose cette question d'une manière un petit peu égoïste aussi, parce que pour moi, la notion d'intelligence collective, autant je sens ce que c'est, j'ai du mal j'ai du mal à le transposer ici avec des mots. Donc voilà, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, l'intelligence, bon, déjà, ça part du principe qu'il y a de l'intelligence. Hein. Alors, on a tous un niveau d'intelligence. On est tous intelligents d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'il y a, J'adore. c'est Ouais. avec notre spécificité à chacun, quand on se met tous ensemble, on va pouvoir être beaucoup plus intelligent que la somme de chacun individuellement. Parce qu'il y a tous les effets d'interaction qui vont pouvoir avoir lieu. Et l'intelligence collective, c'est ce phénomène-là, c'est vraiment se dire que on est 5 autour de la table et en fait on n'est pas intelligent comme la somme de ton intelligence, il y a, et enfin, en admettant qu'on puisse quantifier ainsi l'intelligence. Non, ça produit des effets qui sont exponentiels. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Après, il y a tout un ensemble de prérequis pour pouvoir arriver à favoriser, enfin, à avoir une équipe qui peut vivre cette intelligence collective. Donc ça veut dire que bah, il faut déjà un minimum, il faut pouvoir s'écouter, il faut pouvoir être un minimum bien avec les autres, il faut pouvoir, il y a un ensemble de choses qui vont favoriser cette intelligence collective. Si on a vécu des expériences ensemble, l'intelligence collective aura plus de chances de pouvoir se déployer. Si on a bien défini son objectif, qu'on valide l'objectif et qu'on le partage tous ensemble, à nouveau, si on a un langage commun, donc ça veut dire si des personnes qui sont hors de l'équipe comprennent pas tout ce qu'on dit parce on a une sorte de jargon entre nous dans notre manière de nous exprimer, bah, à nouveau, ça va favoriser cette intelligence collective. Après, il faut pas être trop exigeant non plus. L'intelligence collective, elle va dépendre de la maturité du groupe, mais enfin, on peut déjà se contenter du premier niveau. Et puis plus on va se voir et plus on va faire des choses ensemble en intelligence collective, et plus ça va être facile de la déployer. Et on va à un moment être dans cette illusion groupale de ouais, mais on est trop fort et c'est génial tout ce qu'on arrive à faire ensemble. Enfin, voilà, je ne sais pas si parmi, enfin toi, Lilia, et ceux qui sont là présents, si vous avez déjà connu ce phénomène, sans doute que oui, d'émulation, de mais c'est merveilleux tout ce qui se passe là entre nous, et où au final, chacun pris individuellement se dirait, bah, j'aurais jamais pu arriver à ça tout seul, quoi. Et en effet, chacun tout seul, et même chacun tout seul dans son coin, si on rassemble tout, ça n'aurait pas donné ce résultat. Tout à fait. En anglais, j'ai entendu cette expression mastermind. Alors, on utilise un peu ça à toutes les sauces maintenant, mais la première fois que j'ai entendu ça, l'explication, c'était justement qu'il y a un esprit en plus. Claudine qui dit 1 plus 1 égale 3. C'est exactement ça. Il y a un esprit collectif qui se met en place et qui fait que bah, on a des idées qu'on n'aurait jamais eues tout seul. On a une détermination, une motivation, une impulsion qu'on n'aurait jamais eu tout seul, etc. Et c'est vraiment c'est quelque chose que bah, moi personnellement j'ai expérimenté plein de fois et je trouve ça fabuleux. Alors il y a Naeda et Nada qui sont d'accord, disent que totalement c'est comme un état de flow collectif complètement et parfois ça nous porte tellement
jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se dise, qui reprenne conscience de son moi individuel. Et là, du coup, c'est pas obligé, mais ça peut être un petit peu mis en péril, mais c'est quand même fabuleux, quoi, comme phénomène, ouais. Et du coup, ce que je trouve qui est intéressant aussi, parce qu'ici on parle aussi de profils qui sont plus, enfin, parfois atypiques et qui peuvent parfois se sentir justement isolés, c'est que dans ce phénomène-là, même la personne qui va être en retrait, même la personne qui ne va rien dire, elle va avoir mais tout son intérêt d'être là. Et c'est par son Ouais. silence parfois qu'en fait elle va susciter mais plein de choses à l'ensemble du groupe. Et donc, je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est de pas se mettre la pression, c'est juste de laisser venir et faire confiance au truc qui est là. Et se dire qu'au final, on sera tous responsables, pardon, de la même manière de ce qui va être mis en œuvre et de ce qui va se produire, quoi. Alors c'est génial justement cette remarque sur la personne qui va être là, mais sans forcément parler, parce que c'est tout à fait ça, et ça permet au collectif de lui redonner la foi en son importance, et c'est super important. Alors j'ai juste envie de répondre au commentaire de Nabil qui dit en réalité c'est l'intelligence émotionnelle qui nous guide, ce n'est pas le savoir ou le savoir-faire. Euh, je ne suis pas trop fan, moi, de dire que c'est soit l'un ou soit l'autre. Pour moi, je suis persuadée, en fait, que c'est les trois. Le savoir, l'intelligence émotionnelle qu'on constitue en général au niveau du cœur, hein, symboliquement, et puis le savoir-faire qui est l'action qui est au niveau des tripes. Pour moi, c'est vraiment les trois. Si on n'a que l'intelligence émotionnelle, bien sûr, ça peut probablement nous amener un petit peu plus loin, mais sans savoir ou sans savoir-faire, on n'ira pas aussi vite. Alors que si on a le savoir, enfin voilà, c'est important en fait de donner à chacun. On dit par exemple que l'ego est un bon serviteur mais un mauvais maître. Et là, c'est pas pour parler de l'ego, mais c'est pour dire que chaque chose a sa place, et que si on donne à l'intelligence collective son rôle et sa place dans une équipe, à l'intelligence émotionnelle, pardon, si on donne au savoir sa place, si on ne cherche pas à en faire la vérité absolue et la seule qui compte, ça ira mieux, etc. Donc en fait, c'est comme les membres d'une équipe. À partir du moment où ils sont à sa place, ils ont tous leur place. Et pour moi, je pense que c'est très très important de ne pas mettre un au-dessus de l'autre, parce que comme disait Émilie, bah, même la personne qui est là mais qui ne dit rien, c'est important qu'elle soit là. Et ben c'est pareil pour ceux qui nous composent en fait, les différentes intelligences qui nous composent. Euh, alors, il est 12h03. Moi, j'ai envie de commencer à clôturer. Émilie, est-ce que tu as envie de rajouter alors oui, Charlotte et Hubert, je vous fais un petit coucou. Je suis ravie que vous ayez été là. Merci et à très très bientôt. Et puis bah les autres, alors il y aura un replay, bien évidemment. Tout ça c'est enregistré et ce sera sur YouTube. Donc voilà, s'il y en a qui doivent partir maintenant, il n'y a pas de souci, vous pourrez regarder la fin. Et voilà, du coup, est-ce que tu as encore est-ce que tu as quelque chose avec quoi tu aimerais clôturer, Émilie, des choses à rajouter? Alors, j'ai pas une chose comme ça en particulier que j'aurais envie d'ajouter. Simplement, si vous vous intéressez à l'intelligence collective, avec Autisme en Action, je ferai un webinaire cet été sur le sujet. On pourra communiquer dessus. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez eu des éléments de réponse par rapport à ce que vous attendiez. Merci beaucoup, Émilie. Tu t'es super bien débrouillée pour ton premier webinaire, si je comprends bien. Mais en tout cas, c'était top. C'était passionnant. C'était super enrichissant. C'était formulé d'une manière qui, pour moi, était euh, nouvelle. Et c'est top parce que, bah, typiquement, la démonstration de l'intelligence collective, je pense. Euh, donc, merci encore d'avoir été là, d'avoir co-organisé ça avec moi. Merci à Koeos et à Epipine, bien sûr. Merci à tous les participants. Alors, à toutes les participantes et tous les participants, pardon, est-ce que pour ton atelier, il n'y a pas encore de date, c'est ça? Non, il n'y a pas encore de date. Ce sera dans le courant de l'été. D'accord.
Il n'y a pas encore de date. Bon, et ben super. Dans ce cas-là, on va communiquer dessus évidemment dès qu'il y a quelque chose. Et tous les inscrits de ce webinaire, euh, vous serez au courant. Alors Guillaume, je suis ravie que tu prennes tes fonctions de manager atypique. Euh, J'aimerais bien en savoir un peu plus. Ouais. Au plaisir de rééchanger. Et bah, encore merci à toutes et à tous et à très bientôt, à très vite. Et n'hésitez pas à nous contacter en cas de questions. Et on vous fait passer le replay très bientôt. Et Merci. bon appétit, bien sûr. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci, au revoir.